Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire à l'écoute des familles, qui sera entièrement consacré à la thématique de l'audiodescription, avec les interviews d'Héloïse et d'Audrey sur leur travail d'audiodescription d'un spectacle vivant donné il y a peu à la Comédie de Valence. Et avec également l'interview de Michel Péjac, bien connu de nos services et spectateur et utilisateur de l'audiodescription. Un programme chargé, donc je n'en dis pas plus. On vous souhaite une bonne balade auditive. Donc là, effectivement, on a ce morceau, parce qu'évidemment, avant, on a la longue description du rituel. On retrouve donc Héloïse et Audrey en pleine séance de travail. Ouais, tu vois pas. Je vois pas, et en fait... Toutes deux face à un écon d'ordinateur, à prendre des notes, tout en regardant la vidéo d'une répétition du spectacle. Et vous devez être prête pour quand ? Alors, demain. À audio décrire. Mais c'est juste l'informatique, mais ça, c'est pas l'informatique, grave, hein. Nous, on est prêts. Là, c'est bien, tu vois aussi ? Oui, très bien. Allez, hop. Moi, je travaille à la Comédie de Valence. Pourquoi je fais l'audiodescription ? C'est grâce à des rencontres de spectateurs, et notamment des spectateurs déficients visuels, pour lesquels on a créé des parcours et des accompagnements. Il y a quelques années, on a accueilli un spectacle qui s'appelait L'Échange et qui était proposé en audiodescription par Audrey. Et en discutant avec elle justement de l'audiodescription, elle me disait « Mais tu sais, l'audiodescription, il est tout à fait possible que tu sois formée et que tu puisses toi aussi le prendre en charge à la comédie. » Et moi, étant souffleuse et m'intéressant vraiment à des propositions pour tous les spectateurs, et notamment justement les spectateurs déficients visuels, ça m'a tout de suite enjouée, parce que c'est vraiment ça, il y a une envie forte de pouvoir travailler sur l'audiodescription. Et puis, c'est la question de la rencontre, parce que demain, on sera en régie, donc on sera fermé de la salle, en tout cas, on ne sera pas avec les spectateurs. Mais pour moi, ça prend tout son sens ici à la Comédie, parce que je connais les spectateurs pour lesquels je fais cette audiodescription. Est-ce qu'on reprend ? Eh ben, est-ce qu'on reprend ? Alors, on n'avait pas terminé toute la description sur la musique. On peut le faire, faisons-la en direct. Je remonte alors, remonte. Quand il tombe. Ça va être très long. Vous couperez. J'étais responsable des relations publiques au Théâtre National Populaire à Villeurbanne. Je réfléchis à développer l'offre justement pour les gens en situation de handicap visuel. On en discute, je privilégie l'audiodescription en direct qui me paraît beaucoup plus adaptée, séduisante. Donc depuis 2015, moi je me suis formée, je fais les audiodescriptions du Théâtre National Populaire. Après, j'ai créé ma petite entreprise qui s'appelle Voir par les oreilles. Ça, je le fais, c'est une activité annexe. Je suis fonctionnaire territoriale, j'enseigne le théâtre dans un conservatoire. Et j'y tiens beaucoup à la double casquette parce que ça me permet d'être très militante sur le terrain de l'audiodescription. Ce que je pourrais peut-être pas être si c'était la chose qui me permettait de remplir le frigo. Je serais peut-être obligée, du coup, d'être dans un rapport très marchand. Et ça me dérangerait. Je veux pas qu'on en fasse un métier où on revendique une sorte de technicité. Faut pas frimer avec, en fait. Il est long en nous, le temps du chagrin, long comme nos jours qui demain nous attendent. Il la pose. Peut-être vous pourriez imaginer un lieu pour lui, un lieu où on prendrait tout le temps de le laisser vivre en nous. Renata tombe morte. Les 6 choreutes sont à genoux de chaque côté de son corps. Il veille sur elle comme on veille sur un mort. Donc Audrey, tu parlais de l'audiodescription, ton désir de le démocratiser. Je voulais savoir si du coup ça permet à un plus grand public déficient visuel de revenir peut-être au théâtre et voir des spectacles vivants. Moi, je pense que oui. Après, ce qui est difficile, c'est aussi d'amener justement des personnes en situation de handicap visuel. Mais comme c'est difficile d'ailleurs de faire passer les portes du théâtre à beaucoup de gens, il y a des a priori. Donc, ils ne sont pas différents finalement. Je pense que la proportion, je ne sais plus, la proportion de gens dans des citoyens qui vont au théâtre, je crois que c'est 10% à peu près de la population. Alors, on dit peut-être n'importe quoi. Non, mais c'est à peu près ça. Bah forcément, parmi les déficients visuelles, ça va être 10% aussi. Parce que, une fois que l'offre, elle existe, et elle existe, malgré tout, on a du mal à le développer, le public. Mais c'est sûr, en tout cas, qu'il faut déjà commencer par ça, créer l'offre. Ça nécessite aussi d'accompagner cette offre par un travail
comme on fait là aujourd'hui finalement, de parler, c'est-à-dire il faut mettre en lumière, et mettre en lumière pas seulement le fait, tiens, vous pouvez venir voir un spectacle qui va vous être accessible. Bien sûr, je pense qu'avec quelqu'un qui est malvoyant, il y a la double chose, lui dire oui, tu peux avoir accès à ça, mais c'est-à-dire le citoyen qui n'a pas de handicap, faut déjà le convaincre que oui, tu peux accéder à ça. C'est pas qu'un truc d'intellectuel, c'est pas qu'un truc de cultureux, et tu peux comprendre, et t'es pas obligé de te mettre sur ton 31. Le théâtre, aujourd'hui, c'est différent. Et en plus, la personne qui a le handicap, il faut en plus lui dire, tu ne seras pas stigmatisé, tu seras inclus, on va t'aider à l'accès, que ce soit d'ailleurs celui qui est en fauteuil roulant, lui dire, non, t'inquiète pas, on va pas être obligé de te mettre dans un monte-charge ou de faire venir 4 personnes, parce que au bout d'un moment, c'est lourd, je pense, quand on a un handicap. C'est bon, quoi. Tout le temps, on nous le rappelle. Avec Audrey, on vient du même endroit, on vient des relations publiques, et je pense que tu parlais de l'accompagnement, et ça, c'est tout le travail que les lieux doivent faire. Nous, pour la question du développement du public, justement, déficient visuel, on peut le dire qu'on l'a vécu à Valence, puisqu'il n'y en avait pas de spectateurs et de spectatrices. Moi, je prends l'exemple d'une spectatrice qui m'a dit, la première fois qu'elle est venue, merci parce que j'ai perdu la vue et que je me suis interdit de revenir au théâtre parce que ça embête la personne qui m'accompagne de devoir décrire en direct. Ça peut embêter les personnes qui sont aux alentours. C'est pas confortable parce que la personne ne connaît pas le spectacle, donc c'est pas facile à faire non plus. Et du coup, c'est vrai qu'on a réussi, mais parce que c'est un travail de terrain, d'accompagnement, de pouvoir parler de ce qui existe et aussi de pouvoir créer ce lien. Moi, c'est ce que je remarque, mais comme avec tous les spectateurs, comme disait Audrey, c'est pareil. On est content, nous aussi, quand on va dans un commerce, quand on va dans un lieu, d'être connu, d'être reconnu et d'être accueilli. Et ça, c'est important aussi autour de l'audiodescription. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission L'Imaginoire, à l'écoute des familles, et aujourd'hui, on parle de l'audiodescription. Et petite précision, l'interview d'Héloïse et Audrey, je ne l'ai pas réalisée seule, je l'ai réalisée en compagnie de Thierry. Et d'ailleurs, c'est lui qui pose la prochaine question. Concrètement, comment ça se passe l'audiodescription pour du spectacle vivant ? Alors, avant de voir le spectacle, il y a le préambule. What ? Oui, c'est bien Thierry qui pose la question, mais qui y répond ? Eh bien, c'est Michel Péjac, qui a vécu, lui, en tant que spectateur, le spectacle en question. Et en audio-description, bien sûr. Et avant de voir le spectacle, il y a... le préambule, c'est-à-dire qu'on va aller sur la scène et on va pouvoir toucher. Donc, c'est une visite tactile et en même temps, avec l'équipe artistique, elle va nous expliquer un petit peu tout le déroulement de la pièce. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, en tant que non et malvoyant, on puisse déjà se déplacer sur scène, voir un petit peu l'environnement. On nous parle des costumes, on nous parle du déplacement des personnages. Et c'est très important pour nous pour après situer la pièce et aussi comprendre l'audiodescription. Alors après, là, Anaïs Prévost nous équipe avec des casques. On a des places réservées au plus près de la scène. Pour ceux qui sont malvoyants, c'est intéressant. Et une fois installés, on va régler nos casques. Alors moi, j'avoue que je le mets que sur une oreille. Chacun utilise le casque à sa manière. Il y en a qui vont l'utiliser avec les 2 écouteurs. Bon, moi, je préfère avec un. Comme ça, j'ai l'ambiance de la salle et je sais d'où et comment se déplacent les personnages. Après, une fois la pièce a démarré, Anaïs va commencer à commenter, mais dans les périodes où il n'y aura aucun son. Anaïs nous apportera des compléments d'information sur les personnages, sur le décor, sur les costumes de la pièce. Donc ça nous fait un complément au niveau de l'information. Tu vois, la fumée, elle arrive, mais uniquement à Jardin. Alors on retrouvera Michel un peu plus tard dans l'émission. Est-ce que
là, on enchaîne. Hein. Ouais, une légère fumée. Pardon, Tu vas-y. veux le faire ? Non, vas-y. Une légère fumée envahit le plateau. Maintenant, on retrouve Héloïse Cinq et des Audrey six pour la se lèvent, suite de leur explication. Chacun à leur tour. Vous êtes toujours à se l'écoute de déplacent l'imaginoire, lentement, à l'écoute des à familles. Là, le cas présent, c'est que c'est une création. Donc le spectacle est encore en train de répéter. Donc spectacle vivant veut aussi dire que les choses bougent, elles évoluent. Du coup, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé à partir de captation, mais de répétition et de filage. Donc on sait d'une captation sur l'autre, d'un jour sur l'autre, qu'il a des choses qui vont être ajoutées, enlevées, etc. Moi, c'est vrai que là, à la Comédie, on a choisi de travailler que sur des créations. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est quand même notre identité en tant que lieu, d'avoir dans notre ADN justement des spectacles qui sont créés à la Comédie, qui sont répétés ici à la Comédie. Là, c'est le cas. Le spectacle, il a répété quasi 2 mois ici, en salle. Donc c'est important pour nous aussi que les spectateurs et les spectatrices déficientes visuelles puissent avoir accès à ce type de proposition-là qui joue en plus, c'est bien de le souligner, pour la première fois à Valence, et qui part ensuite en tournée au national. Donc c'est un petit privilège aussi. Ça me permet, moi, de pouvoir interroger aussi les équipes artistiques. Et donc ça alimente un peu tout notre travail, parce que quand je parle d'équipe artistique, c'est au sens très large, c'est pas seulement metteur en scène et auteur, mais aussi la créatrice lumière, par exemple, ou le chorégraphe, créatrice costume, la scénographe, etc. Donc ça nous permet d'avoir, moi ce que je leur demande, c'est vraiment de me décrire le projet, et puis de me parler plus particulièrement de la scéno ou des costumes, etc. Pour connaître leur intention derrière. Exactement. Alors à la fois pour avoir leur intention, mais aussi parce que ça nous arrive à chaque fois. Il y a des choses que eux ils décrivent, par exemple comme une arche. Nous on disait porte ou ouverture. C'est des petites choses, mais en même temps ça a des grandes significations, et c'est essayer aussi d'être au plus juste, de trouver, et c'est ça l'audiodescription, de trouver le mot juste au bon moment. Comment vous répartissez les voix ? C'est au feeling ou... On l'a pas fait encore. Non, on l'a pas fait encore. Mentir. Toi, tu as déjà fait des audiodescriptions Non, de 2 voix ? moi j'ai jamais fait à 2 voix. Alors c'est vrai que ça se fait beaucoup. En général, c'est une voix masculine, une voix féminine, pour que ce soit assez tranché. C'est vrai que ça, on a tendance à dire que c'est un petit peu l'idéal. Donc la répartition des voix, souvent, en tout cas moi je travaille seule, et quand même beaucoup on travaille seul. Pour le coup, alors toutes les deux on a fait du solo. Et là, tout à fait, là on mutualise, exactement. Ce qu'on fait, c'est qu'on fonctionne là sur un document qui est sur Google Drive, donc on peut travailler simultanément dans des lieux différents sur cette audiodescription, et à partir des captations, tout simplement, on arrête la captation lorsqu'il y a quelque chose qui se passe et qui nous semble important à décrire, parce que c'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des déplacements, par exemple, qui n'ont pas de signification par la suite. Et ce qui est très très important, Audrey l'a dit tout à l'heure, c'est de ne pas mordre sur le texte. Donc il faut aussi visionner, revisionner, comme on a fait tout à l'heure. On revient en arrière plusieurs fois pour se dire à quel moment je peux exactement le dire, à quel moment il y a une respiration, un souffle, et qu'est-ce que je peux dire. Il faut être objectif, il faut être concis. On parlait du choix des mots, il faut vraiment porter une grande attention là-dessus, au nombre de syllabes, parce que parfois c'est en secondes, voilà, une rapidité, et puis à force de voir, de revoir ces captations, on sait à quel moment on a le temps de parler. On a des petites notes aussi, une petite codification colorée sur nos documents, mais en tout cas nos outils de travail, ce sont les captations et le texte. Voilà. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'écoute le spectacle. Je ne le regarde pas, je l'écoute. Et quand je sens qu'il me manque quelque chose, là, je remets en arrière et je regarde ce qui s'est passé. Et c'est ça qui me permet de sentir, comme je disais tout à l'heure, moi j'écoute beaucoup la radio. Donc j'écoute plus le monde que je ne le regarde d'une certaine manière. Et du coup, je pense que ça m'aide dans le travail d'audiodescription. Alors après, ce qui est assez extraordinaire aussi, à force de le faire, c'est que souvent, on a pile la rythmique et le nombre de syllabes qu'il faut dans un petit laps de temps, parce que c'est un peu, je pense, comme les pianistes. Moi, je ne suis pas du tout pianiste, mais au bout d'un moment, ils savent que là, sans réfléchir, c'est un do, un machin, un fa dièse, un truc. Nous, c'est un petit peu pareil au bout d'un moment. Et est-ce qu'il y a des spectacles vivants qui sont difficilement audio-descriptibles ? Moi, je ne l'ai pas fait, mais la danse, un spectacle de danse, c'est assez... ça m'impressionne beaucoup. Et ça questionne tout autant. Ça questionne surtout, je trouve. Ouais. Je pense qu'il y a danse et danse. Moi, je pense que la danse, ça peut être intéressant si elle est narrative. Si c'est une danse abstraite,
On se disait avec Audrey, si on dit il effectue 3 ronds de jambes, Qu'est-ce que... quel est Voilà. le sentiment, quelle émotion Ça. on peut transmettre. Donc il faut vraiment que ce soit une danse narrative de la même manière que quand c'est un théâtre visuel, c'est narratif. Le théâtre visuel est narratif, parce que le théâtre est narratif. Et que c'est ça. Alors un spectacle de théâtre qui ne serait pas... Disons qu'il y en a aussi qui n'ont pas tellement intérêt à être audio-décrit, dans la mesure où... là actuellement, moi je travaille sur un spectacle, je pense qu'il pourrait se passer d'audio-description. Il manquerait quelques petits regards, quelques petites choses, mais rien qui enlève totalement la compréhension du spectacle. Il y a 3 protagonistes, c'est un drame psychologique, c'est très psychologisant comme théâtre, donc finalement, comprendre les enjeux et deviner même les regards ou les tensions qu'il y a entre les personnages, elles sont très perceptibles par rapport à ce qu'ils peuvent se dire et le ton qu'ils ont. Donc, bon, finalement, voilà. Alors, par exemple, un spectacle comme Un Sacre, paradoxalement, qui a beaucoup de textes, bien sûr que c'est un spectacle quelqu'un qui ne voit pas, qui est en salle, qui n'a pas d'audio-description, je pense qu'il peut vraiment prendre du plaisir. Oui. Mais par exemple, tout à l'heure, là, on travaillait sur un passage qui est assez long, il y a peut-être 2 ou 3 minutes de musique, une musique sublime, donc si on ne sait pas ce qui se passe, il y aura un manque pour la personne de ne pas savoir ce qui est en train de se passer, mais ça ne lui enlèvera pas forcément le plaisir, c'est-à-dire elle pourra au moins se laisser aller dans l'imagination et dans la musique, même si là, je suis convaincue que la description qu'on fait de ce qui se passe, elle est importante et du coup là elle amène du plus. L'avantage c'est que s'il y a peu d'acteurs, bien sûr, pour nous c'est plus facile à comprendre la pièce et à suivre. Par contre, une fois, je me souviens plus quelle pièce, il y avait plus d'une quinzaine d'acteurs et là pour nous c'est très dur à suivre. Bon, on a suivi quand même, mais on n'avait pas tous les éléments, parce que quand la personne parle, et il y en a 2 autres qui lui répondent, etc., donc ça faisait une confusion. Parce que pareil, des fois, quand on dit des choses, moi, il y a des audio-descriptions où je dis des trucs, un peu parce que je culpabilise de ne pas en dire, en fait. Mais je me dis vraiment... moi, j'ai pas envie de... Enfin, voilà, quand on est aveugle, on n'est pas idiot, quoi. On n'est pas stupide, on entend ce qui se passe, on comprend, voilà. Enfin, ça dépend. C'est la question d'être bavard ou pas. Ouais, voilà. Et ça, c'est vrai que ça revient souvent, et on en rediscutait à nouveau ce matin avec Audrey, c'est que chaque personne a une sensibilité propre et a des envies propres aussi, et c'est pour ça que nous, on aime bien Souffleurs de scène, parce que ça nous permet de nous adapter à la personne que l'on accompagne. Or, pour l'audio-description, c'est pas possible. Quand on audio-décrit, c'est pas très joli comme terme, mais on pense général, on pense, on se dit objectif, clair, concis, au bon moment, mais on peut pas savoir si la personne, elle voit pas sur les côtés, si elle voit pas de près, etc. Ou si elle aime ou pas qu'on soit bavard, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas, et d'autres, par contre, qui préféreraient qu'on décrive plus. Donc ça, c'est un juste dosage qui n'est pas toujours évident. Et après, peut-être, je te laisse après sur ta question, Thierry, il y a quelque chose qui est important, je trouve, c'est que chaque audio-description, c'est aussi un travail d'écriture. Et donc, il y a aussi une plume, on va dire. Ah oui, c'est sûr. Sans vouloir apporter une quelconque prétention, mais c'est dans le sens où Audrey, elle écrit d'une certaine manière et moi, j'écris d'une autre manière. Et c'est ça qui est très intéressant, je trouve, dans le travail à 4 mains. C'est parce que du coup, on se glisse un peu dans les mots de l'autre et on prend cette distance aussi dont on a besoin pour décrire. Tu vois, on a vachement le temps là. Oui, mais le lentement, est-ce qu'on le décrirait pas plus feutré ? Ouais. Si. Justement, il faut, tu sais, comme on indique la chambre mortuaire, il faut qu'on indique ces déplacements qui sont typiques des veillées, où chaque entrée et chaque sortie se fait dans une grande discrétion, on se salue mais très doucement, tu vois. Il faut qu'on l'induise. Il faut qu'on arrive à induire parce que c'est vraiment cette ça ambiance. Comment on pourrait... Les figures se lèvent, chacun à leur tour, se déplace. Lentement en reculant, c'est vrai que... Ouais, avec discrétion, peut-être se déplace avec discrétion. Mais tu vois, on a limite l'impression qu'il comme glisse. s'il marchait, justement. Est-ce qu'on ne peut pas dire se déplace avec discrétion Alors soit on est carrément un petit peu... on va un peu loin, comme pour respecter le repos du mort.
Tu vois, parce que c'est ces déplacements, c'est ça que ça induit. Oui. Après, Peut-être comme on est déjà... comme on veille à mort, tu vois, on l'a déjà dit juste au-dessus. C'est peut-être beaucoup. Non, mais feutré, tu aimes pas ce terme ? Feutré, avec respect, tu vois, il y a l'idée de respect, boité, tu disais aussi. Boité, ouais. Parce que pas feutré, c'est peut-être trop sensuel. Boité, en tout cas, il y a le côté enrobé, cotonneux. Oui. Je pense que c'est peut-être ça qu'il faut qu'on utilise à la place de l'enfant. Voilà. Et peut-être plutôt carottino sans quitter le code de jeu. Parce qu'en fait, c'est ça que ça Alors on s'apprête à retrouver pour une dernière fois Héloïse et Audrey, puis on terminera l'émission du jour en compagnie de Michel Péjac. Vous êtes toujours dans l'émission L'Imaginoire à l'écoute des familles. Aujourd'hui on parle d'audio-description. Thierry, c'est à toi. En moyenne, combien ça dure combien de temps il faut pour faire une audio-description pour un spectacle vivant en moyenne En moyenne, ça dépend, ça dépend de la durée du spectacle. Mais en moyenne, c'est 25 heures pour 1 heure. Encore une fois, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins, mais c'est sur ça qu'on se base pour déjà facturer, faire des devis, quand on nous demande combien ça va coûter. Il faut savoir qu'au théâtre, c'est à peu près c'est environ 12 € la minute, alors qu'au cinéma, c'est plutôt de l'ordre de 70 € la minute. Donc, il faut à peu près 6 000 € pour un film de 90 minutes, quand pour un spectacle 90 minutes au théâtre, c'est plutôt 1 500, 1 600 €. Donc c'est pas très onéreux, l'audio-description. T'as toujours été un spectateur de théâtre ou... Alors, quand j'y voyais, j'allais au théâtre, mais depuis que j'ai perdu petit à petit la vision, je m'étais interdit le théâtre parce que, bien sûr, pour suivre les pièces de théâtre, c'est très compliqué, surtout s'il y a beaucoup de personnages. Et le fait que l'équipe du théâtre ait mis ça en place, donc l'audio-description, le préambule, c'est complètement différent parce que là, bien sûr, on a une aide et on a les clés pour pouvoir continuer à écouter, suivre le théâtre. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai dû voir une quinzaine, vingtaine de pièces. Pour toutes les personnes qui voudraient avoir déjà un avant-goût ou une écoute de l'audio-description, actuellement, sur les chaînes, sur la 7 en particulier, la 3, la 2, il y a de l'audio-description à la télévision. Donc il est intéressant déjà peut-être, avant de faire la démarche de venir au théâtre, d'écouter un petit peu l'audio-description et vous verrez, vous ne serez pas déçus. C'est vraiment super. Par contre, j'aimerais aussi remercier toute l'équipe qui s'est mise en place là autour de l'audio-description, parce que derrière, il y a quand même une écriture de ces personnes-là, il y a un travail qui est fait. Et donc, au nom de tous les mâles et non-voyants et de toutes les personnes handicapées, je remercie toute l'équipe. Eh ben, c'est une belle conclusion. Voilà. C'est bon pour toi ? Merci. Et c'est ainsi que s'achève cette 33e émission de l'Imaginoire à l'écoute des familles. Merci à Héloïse, Audrey, Michel et Thierry. L'Imaginoire est une émission co-construite avec des familles touchées par la déficience visuelle. Si c'est votre cas et que participer à cette aventure radiophonique vous intéresse, contactez-nous par mail à l'imaginoire@lilo.org, en visitant notre page facebook.com/l'imaginoire ou notre Instagram, l'Imaginoire Radio. Vous pouvez réécouter cette émission ou découvrir les émissions précédentes via notre Facebook, notre page YouTube ou notre page Mixcloud, mixcloud.com/l'Imaginoire. Ce projet est soutenu par la CAF Drôme et la Fondation BP Aura. Et ce projet est accompagné par l'association Résonance. L'Imaginoire, LIMAGINOIR. À bientôt pour une nouvelle émission.